Alors, bon matin tout le monde. Merci d'être ici encore pour une grande conférence de notre cycle de conférences sur la recherche en droit. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un collectif. Vous allez aller voir bientôt quelles sont les affinités électives que rejoignent ces trois chercheurs, professeurs aussi, auteurs. Et donc, on peut dire que c'est une conférence lancement de ce livre qui s'appelle donc « Contribution à l'étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers ». Cet ouvrage est donc le fruit d'un partenariat international de recherche portant sur l'étude comparée des manifestations et de la gestion du pluralisme juridique en contexte autochtone post-colonial. Les auteurs livrent les résultats de travaux réalisés le plus souvent en collaboration avec des communautés autochtones dans différentes régions du monde. À partir d'études thématiques sur la famille, le règlement des conflits et le territoire, ils dégagent et comparent les aspects fondamentaux de plusieurs ordres juridiques autochtones et coutumiers afin d'éclairer leurs spécificités. La conférence d'aujourd'hui vise à décrire les défis inhérents à l'étude des systèmes juridiques autochtones et à apprécier l'importance de mieux connaître ces défis alors que se poursuit la longue marche vers la décolonisation. Donc, je vais vous donner quelques éléments biographiques que j'ai sélectionnés, 3 personnes qui ont des CV très longs, pour un petit peu expliquer d'où vient cette synergie autour de ce thème. Je vais donc commencer avec Sophie Thériault, professeure agrégée pendant encore 35 jours à la section de droit civil, étant donné que Sophie Thériault a été promue au rang de professeure titulaire à partir du 1er mai. Donc, félicitations. Une grande nouvelle. Sophie est aussi membre du barreau du Québec. Elle a été vice-doyenne aux études supérieures en droit à l'Université d'Ottawa de 2015 à 2017. Les recherches de la professeure Thériault portent sur les droits des peuples autochtones dans le contexte de l'extraction des ressources naturelles, sur la gouvernance environnementale par les peuples autochtones, sur la justice et les droits environnementaux et sur la sécurité et la souveraineté alimentaire pour les peuples autochtones. En 2012, elle fut récipiendaire du prix pour le meilleur essai juridique de l'Association canadienne des professeurs de droit pour son article intitulé « Les droits environnementaux dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, piste de réflexion », article publié avec le professeur David Robitaille dans la revue de droit de McGill. La professeure Thériault est membre du Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones et du Centre de l'environnement et du développement durable, tout comme du Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne, les deux ici à l'Université d'Ottawa. Elle est aussi membre de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire, détenue par la professeure Geneviève Parent de l'Université Laval. Le professeur Ghislain Otis, maintenant, est membre du barreau du Québec et détient un doctorat de l'Université de Cambridge, qui a par ailleurs été récipiendaire du prix de thèse York. Professeur à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa, il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones. Il a été élu membre de l'Académie des sciences sociales de la Société royale du Canada en 2013 et dirige plusieurs projets de recherche dans ce grand partenariat international pour l'étude comparative de la gestion du pluralisme juridique en contexte autochtone. Outre ses articles et ses nombreuses communications scientifiques, il a dirigé et co-dirigé plusieurs ouvrages très pertinents pour le thème d'aujourd'hui, dont je vous donne quelques titres. Contribution à l'étude des systèmes juridiques autochtones et coutumiers, celui-ci que fera l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Gouvernance autochtone et fédéralisme, l'adoption coutumière autochtone, les défis du pluralisme juridique, le juge et le dialogue des cultures juridiques, méthodologie du pluralisme juridique, culture juridique et gouvernance dans l'espace francophone, et bientôt un ouvrage apparaître, un ouvrage de laquelle il est co-auteur et directeur scientifique, dont le titre est « La rencontre des systèmes juridiques autochtones et étatiques ». À suivre. Finalement, le professeur Jean Leclerc, merci beaucoup d'être ici avec nous, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal, où il enseigne le droit constitutionnel et l'histoire du droit notamment, je pense.
Il a mis sur pied en 1999, donc le siècle dernier déjà, un cours intitulé « Les peuples autochtones et le droit canadien ». Il est lauréat de la Fondation Père Elliott Trudeau pour l'année 2013. Il est aussi le récipiendaire du prix André Morel pour l'excellence en enseignement en 2016-2017. Jean Leclerc s'intéresse depuis de nombreuses années à la question de la reconfiguration des rapports politiques entre peuples autochtones et gouvernement, mais également à la reconfiguration au sein même des communautés autochtones. Enfin, le professeur Leclerc cherche à développer une théorie du fédéralisme qui permettrait de satisfaire la volonté d'autonomie des communautés politiques autochtones, sans pour autant que ce soit exiger des membres de ces communautés une adhésion à une conception moniste de leur identité. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à cette équipe de recherche. Bonjour, j'ai le plaisir de vous parler en premier lieu. Je dois signaler que nous aurions normalement dû être 4 ici, puisque le groupe de chercheurs qui a rédigé cet ouvrage, en fait, était composé de 4 chercheurs principaux, en plus des assistants. La 4e membre, Madame Séverine Bellina, maintenant, elle est consultante indépendante en gouvernance à Paris. Elle s'appelle Séverine Bellina et évidemment, elle ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui. Alors, nous avons peu de temps. Je vous remercie d'être là, si nombreuses et si nombreux, et je vais un peu vous présenter le menu d'abord. Alors, je vais, dans un premier temps, un peu relater la genèse de l'ouvrage, le contexte duquel a émergé ce livre et la séquence, en fait, scientifique dans laquelle s'inscrit cet ouvrage, qui n'est qu'un le premier d'autres ouvrages. Résumer, là aussi, quelques enjeux méthodologiques et épistémologiques auxquels nos travaux sont confrontés. Ensuite, Sophie Thériault va vous présenter un échantillon, si on veut, un échantillon de données thématiques que nous avons recueillies. Il sera impossible, évidemment, ici, avec le peu de temps que nous avons, de vous faire une présentation exhaustive des données thématiques. Il y avait plusieurs thèmes qui étaient abordés, donc on a choisi de présenter un échantillonnage de données empiriques et analytiques consacrées à la question foncière, qui était un des volets de notre recherche. Et Sophie va donc vous présenter cet échantillonnage de données. Et enfin, Jean va nous proposer une analyse plus panoramique, plus transversale des résultats et aussi débroussailler des pistes de prospective analytique qui se dégagent de nos résultats. Alors, c'est un petit peu ça le programme. Évidemment, on va essayer de prendre à peu près 10 minutes chacun, de sorte que nous ayons le temps, par la suite, de répondre à vos questions, à vos interrogations. OK. Donc, cet ouvrage, le voici. Il existe bel et bien et il sera en forme e-book dans une année ou deux. Là, c'est ce qui a été convenu avec l'éditeur. Et ici, il y a plusieurs signets qu'on peut faire circuler. Vous pouvez, c'est une gracieuseté de l'éditeur. Vous avez aujourd'hui un beau signet du livre. Alors, d'où vient ce livre? Eh bien, ce livre, c'est un premier résultat, c'est un des nombreux résultats d'un grand projet de recherche mené sous l'égide de la chaire de recherche dont je suis titulaire, dont le mandat, cette chaire a pour mandat d'étudier le phénomène de la coexistence des systèmes juridiques autochtones et non autochtones et les défis que pose cette situation de coexistence, d'enchevêtrement d'une multiplicité de systèmes juridiques étatiques et non étatiques à l'égard d'un même espace, pour une même population, et très souvent pour la même question. C'est-à-dire que souvent, on oublie
qu'au Canada, il y a plusieurs systèmes juridiques en matière de droit de la famille, il y a plusieurs systèmes juridiques en matière de droit des biens, il y a plusieurs systèmes juridiques en matière de justice. Alors, le projet est exemplaire, en fait, de la problématique générale de la chaire. Quelques mots peut-être sur ce projet. Il s'intitule État et culture juridique autochtone, un droit en quête de légitimité, puisque, si on veut, un des postulats de nos travaux et de la chaire, c'est que les conflits de légitimité normative qui existent dans une société post-coloniale, au sein de laquelle cohabitent autochtones et non-autochtones, société occidentale et société non-occidentale, porteuses d'héritage culturel et juridique différenciés, eh bien, cette coexistence, elle génère des problématiques de gouvernance, des problématiques importantes de gouvernance sur le plan de des dysfonctionnements du droit. En l'absence de normes consensuelles, on assiste à l'éclosion de plusieurs crises. Crise foncière, crise d'insécurité foncière, puisque il y a une pluralité de représentations du territoire et de régimes juridiques qui visent le même territoire. Crise de la famille. On a des conceptions différenciées de la famille qui coexistent au sein d'un même territoire avec des régimes parfois contradictoires eu égard à la famille, au statut de l'enfant, au statut de la famille, et ainsi de suite. Crise de la justice. Un État hégémoniste qui, malgré ses prétentions monopolistiques, n'est pas parvenu à éradiquer complètement une conception concurrentielle de la justice dans les communautés autochtones. Conception qui est de plus en plus évoquée comme solution de rechange, justement, à l'impasse dans laquelle se retrouve la justice étatique très souvent au sein des communautés autochtones. Donc, c'est ce point de départ, cette idée que le pluralisme juridique est une réalité et qu'il en découle des enjeux de gouvernance importants et prioritaires au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Alors, c'est à partir de ce constat-là que découlent les travaux. Alors, l'objectif du projet, c'est de comparer et d'évaluer, à partir d'études de cas menées sur 4 continents, les manifestations actuelles et les pratiques de gestion du pluralisme juridique. Ça, c'est l'aspect plus descriptif, monographique, mais quand même avec une forte composante analytique, comparative là, et théorique. Mais il y a aussi un volet prospectif. On espère pouvoir dégager, dans une perspective d'avenir, là, certains modèles qui présentent un potentiel innovateur en matière de gestion des interactions des cultures juridiques autochtones. Le projet a ceci de particulier qu'il évite les sentiers très fréquentés des comparatistes autochtonistes qui se tournent naturellement au Canada vers le monde anglo-saxon, vers le monde développé anglo-saxon, les grandes colonies de peuplement que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis. Puisqu'on constate qu'à l'échelle du monde, plusieurs autres pays, plusieurs autres sociétés ont été confrontés à ce défi de gérer la pluralité des systèmes juridiques, et souvent de manière bien antérieure et de manière beaucoup plus poussée que ce qu'on observe dans nos juridictions bien confortables que sont pour nous l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc, on a travaillé sur l'Afrique, sur le Pacifique Sud, mais des petits États insulaires profondément coutumiers et profondément pluralistes dans leur configuration juridique. Plusieurs universités participantes de 13 pays, 10 partenaires, puisqu'il s'agit d'une recherche partenariale, étant entendu que, et je vais en parler tout à l'heure si j'ai le temps, là, je vois que déjà je me prends, ça va, qu'il y a un enjeu évidemment celui de concilier des visions du monde et de faire en sorte que, contrairement à ce que les juristes ont fait pendant très longtemps, surtout à l'époque coloniale, mais aussi à l'époque postcoloniale, le juriste a eu tendance à capter les phénomènes juridiques qu'il ne comprend pas toujours très bien, à les capter, les déformer, les reformater en fonction de ses propres catégories
juridiques, de ses propres a priori juridiques. Et c'est un écueil qu'on a essayé autant que possible d'éluder, d'écarter. Et la manière privilégiée pour laquelle on a opté a été de travailler à partir d'une formule partenariale avec des chercheurs, des collaborateurs, des partenaires autochtones sur le terrain. Alors, la recherche partenariale, elle est fondée sur 3 grands piliers. Élaboration d'un projet, donc co-conception d'un projet, co-détermination du thème, des priorités de recherche, souvent ancrées dans des urgences de gouvernance de terrain. Hein? C'est une recherche aussi, par conséquent, une recherche-action, c'est-à-dire qui est là non seulement pour construire ou faire avancer des connaissances, mais pour aussi faire changer les choses, changer le fonctionnement du droit et de la société. Donc co-conception des projets, co-réalisation des projets, donc co-exécution des travaux sur le terrain, des enquêtes, de l'analyse des données, et enfin co-valorisation, co-dissémination des projets. Donc, partage, évidemment, des retombées de visibilité et de rayonnement des résultats de la recherche. On a donc tenté, tant bien que mal, d'atténuer les écueils de cette espèce de captation ethnocentriste, si on veut, des juristes à l'égard des phénomènes juridiques autochtones qui sont profondément ancrés dans des univers culturels, souvent qui nous sont très inconnus et qu'on n'est pas à même de décrypter seul, sans l'apport et ce dialogue entre les chercheurs autochtones et les chercheurs non autochtones. 5 groupes de recherche, dont 4 sont ancrés géographiquement dans des régions et qui mènent des travaux de terrain avec leurs partenaires. Donc, ils recueillent des données de terrain sur les systèmes juridiques autochtones et sur les processus d'interaction entre ces systèmes, les systèmes autochtones et les systèmes étatiques. Et un groupe qui est ici devant vous aujourd'hui, le groupe d'intégration, qui a pour mission, lui, d'assurer qu'il y ait, que résulte des travaux régionaux, une plus-value collective. Une plus-value qui va aller plus loin, qui va dépasser les résultats des équipes régionales. Et donc, il s'agit pour ce groupe de recueillir des données de chacun des autres groupes à partir d'un canevas plus ou moins flexible, commun, en vue de procéder à des analyses comparatives, des synthèses analytiques, théoriques, conceptuelles des résultats et de produire, évidemment, des publications scientifiques qui vont livrer justement les résultats de ce travail d'intégration analytique, comparative et critique. Et ce premier ouvrage, c'est justement le premier bébé, si on veut, de ce groupe d'intégration qu'on appelle aussi souvent le groupe intégrateur. Alors, tout le monde a travaillé à partir de 3 thèmes principaux: la famille, les terres et les ressources et les traitements de conflits. Ces thèmes n'ont pas été choisis arbitrairement, ils l'ont été, comme on l'a déjà vu, en commun accord avec les partenaires autochtones. Bon, les questions de recherche, on en a déjà parlé, mais elles correspondent aussi à 3 moments dans l'exécution du travail, à 3 grandes vagues de rapportage, c'est-à-dire des équipes vers le groupe intégrateur. Les équipes régionales ont produit 3 grands rapports au groupe intégrateur. Le premier portant sur la description des phénomènes de pluralité juridique qui se donnent à voir sur le terrain, à la lumière des enquêtes qui ont été menées, ou à la lumière des données anthropologiques existantes. La plupart des équipes ont généré de nouvelles données empiriques. Mais certaines, pour toutes sortes de raisons parfois très compliquées, n'ont pas pu générer de nouvelles données empiriques et ont utilisé les meilleures données anthropologiques disponibles au moment où ils ont réalisé leurs travaux. Dans un deuxième moment, les équipes ont livré des rapports sur les phénomènes d'interaction, les processus d'interaction entre les systèmes juridiques, en vue de les comprendre et de les qualifier.
Enfin, le troisième rapport et troisième moment de la recherche est celui prospectif, qui consiste à identifier des pratiques et des modèles innovants de gestion de la pluralité juridique. J'ai déjà parlé de cela. J'ai déjà parlé du rôle d'intégration de notre groupe. Enfin, évidemment, se sont posés, et je vais me taire après, se sont posés plusieurs enjeux théoriques, épistémologiques, dont, évidemment, l'incontournable question du droit. On se dit, mais bon, il y a un autre droit que celui de l'État. OK, très bien, jusque-là, ça va. Mais jusqu'où on va pour trouver du droit? Où va-t-on pour trouver du droit? Et comment peut-on identifier un phénomène que l'on peut qualifier de juridique? Évidemment, vous connaissez fort bien les débats existentiels sur pluralisme normatif, pluralisme juridique. Le mot juridique est-il un mot sacro-saint à l'égard duquel l'État a un monopole patenté? On n'a pas vraiment, on ne s'est pas approfondi vraiment sur ces débats. On s'est entendu pour dire qu'un phénomène juridique, ça devrait se définir, grosso modo, à partir de 5 grandes variables. Hein? Donc, le droit, pour nous, notre point de départ, notre définition de travail du droit, ça a été que le droit est un ensemble de variables qui concourent à la régulation du groupe et au règlement des conflits au sein des groupes. Et ces variables-là sont, de manière souvent très inégale d'ailleurs, dans leur répartition, des valeurs. Le socle du droit, ce sont des valeurs. Ensuite, des principes, des règles, des acteurs et des processus, donc, qui concourent à la régulation de la vie collective, du vivre ensemble et à la résolution ou au traitement des conflits au sein de ce groupe. À partir donc d'une définition très, si on veut, flexible et ergonomique du droit, on a recueilli, nous pensons en tout cas, des données parfaitement en tout cas, intéressantes et souvent originales. Je vais me taire. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire et je vais laisser la parole à Sophie qui, elle, va vous donner un avant-goût, je pense, riche de certains des résultats qui découlent de nos travaux. Sur la question foncière, n'est-ce pas, Sophie? C'est ça, okay. Sur le territoire. Alors là, je vais pendant que... Je pense qu'on va faire... OK. Puis là, on va fermer celui-là. Peut-être ajouter à ce que Justin a dit, à propos de la grille qui est là, ce qui est particulièrement nouveau et porteur dans cette grille-là, c'est que quand arrive le moment d'étudier les interactions, ce qui fait l'objet de la deuxième étape, ça permet d'avoir des échelles d'interaction beaucoup plus sophistiquées, alors que souvent, quand on parle de pluralisme juridique, on s'en sert pour décrire ce qui est présenté souvent comme des blocs monolithiques. Et l'internormativité, qui fait l'objet du deuxième processus, c'est le jeu. Et le jeu peut se produire à différentes échelles. Il peut y avoir emprunt de valeurs, reconnaissance d'acteurs ou simplement de processus. Donc, il y a une configuration multiple d'interactions et cette grille-là rend ça possible. Alors, merci beaucoup. Merci à Margarida d'avoir organisé cet atelier. C'est très apprécié. Donc, je vais discuter du territoire. On aurait pu parler de la famille, on aurait pu parler de la justice, les 3 thématiques qui ont fait l'objet d'analyses transversales approfondies dans le cadre de l'ouvrage. Mais bon, on ne peut pas, dans le cadre d'une simple conférence midi, aborder en profondeur les trois thématiques. Donc, on a sélectionné celle du territoire pour vous donner une idée du type d'analyses qui ont été menées dans la première phase de nos travaux. Alors, le territoire était lui-même, était une étude de cas fondée sur 3 études de cas, pardon. Donc, une étude menée auprès des Inuits. Alors, les Inuits, 12 communautés réparties sur le Nitassinan qui chevauchent donc le territoire que l'on connaît aujourd'hui comme étant le Québec et Terre-Neuve-Labrador. Les Secwepemc, qui sont un peuple autochtone qui vit dans la province de la Colombie-Britannique, que l'on connaît aujourd'hui comme la Colombie-Britannique, donc 17 communautés dans la région centrale-sud de cette province.
Et enfin, en Côte d'Ivoire, une étude de cas menée auprès des BT, en fait, pas seulement qu'auprès des BT, c'est plutôt une étude de cas menée dans la région de la Nawa, qui se trouve dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, et même plus spécifiquement dans les localités de Soubré et de Grand Zatri. Alors, c'est important de le mentionner tout simplement parce que on doit parler de coutumes BT au pluriel. Donc, c'est un terrain assez complexe et les BT coexistent avec plusieurs autres communautés, notamment les Burkinabés, qui ont participé également à l'étude. Donc, une grande diversité de cas d'études. Alors, on peut deviner qu'il n'est pas nécessairement intuitif de comparer des peuples autochtones du Canada avec des peuples autochtones de la Côte d'Ivoire, donc des contextes qui sont très différents, des contextes très différents dans lesquels la recherche a été menée. Je vais revenir dans le cadre de la présentation, mais dans le contexte des BT, on est dans une situation de conflit, notamment de conflit interethnique lié en grande partie à l'accès au foncier, alors qu'au Canada, c'est plutôt dans un contexte de résurgence, comme je vais y revenir, des ordres juridiques autochtones en lien avec le territoire. Donc, des contextes différents et une diversité d'approches méthodologiques qui a fait en sorte que la comparaison des données là, a été un défi tout de même assez particulier. Alors, dans la perspective de maximiser l'intégration des données, j'ai pu dégager, à partir des données, donc dans une démarche inductive, là, 3 grands axes d'intégration de ces données. D'abord, bon, le fondement et la nature des liens au territoire et les modalités d'accès aux terres et aux ressources, premier grand axe d'interaction. En deuxième lieu, les responsabilités à l'égard du territoire des êtres humains et des êtres non humains. Et enfin, les tensions et vecteurs potentiels de convergence entre les ordres juridiques autochtones et le droit étatique. Donc, les équipes nous ont également fourni des données portant sur le droit étatique et à tout le moins, en lien avec le territoire, j'ai trouvé que la comparaison pouvait potentiellement être féconde entre les données qui nous ont été fournies. Alors, je vais donner seulement certains exemples des données les plus illustratives là, sous ces différents axes. Donc, ce n'est pas exhaustif du chapitre, ce n'est pas exhaustif non plus des ordres juridiques concernés qui sont beaucoup plus riches. Nécessairement, on s'inscrit à un niveau assez élevé de généralité pour permettre la comparaison. Alors, tout d'abord, par rapport à l'axe 1, aux sources des droits fonciers, les données qui ressortent fortement, en fait, des 3 rapports sont d'abord l'origine sacrée du lien du groupe à la terre et aux ressources. Dans le rapport sur les Sequatm, on réfère aux créateurs, souvent, comme étant à la source du lien à la terre. Dans le rapport sur les Inuits, on parle de la terre donnée en partage aux Inuits, donc un ordre naturel des choses, d'où viendrait le lien à la terre. Et chez les BT, on parle des dieux et des génies de la brousse, qui sont à l'origine du lien à la terre. Donc, l'idée forte est que les groupes humains viennent de certains territoires. Une autre donnée par rapport aux sources des liens fonciers, c'est la connaissance du territoire et le maintien constant du lien au territoire, maintien du lien sur le plan matériel, qu'il s'agisse de l'utilisation, l'aménagement du territoire, mais surtout la connaissance du territoire. Donc, l'important de maintenir la connaissance du territoire et de l'enseigner, de la transmettre. Ainsi qu'un lien plus spirituel et symbolique qui peut passer notamment par la toponymie, les chants, les récits, les prières, les cérémonies, etc., qui permettent le maintien constant du lien au territoire. Et enfin, de manière intéressante, dans au moins 2 des rapports, l'antériorité ressort comme l'un des fondements du lien au territoire. Les Inuits se disent les premiers dépositaires d'un territoire qu'ils connaissent de manière intime et qu'ils ont aménagé. Les BT, de même, se disent être les premiers à avoir défriché la terre. Donc, le premier à avoir défriché la terre la détient par la suite là, et la transmet aux générations subséquentes. Bon, des données par rapport à la nature du lien à la terre. Alors, les 2 données fortes qui ressortent généralement de l'ensemble des rapports. La question de la valeur extra-patrimoniale de la terre. La terre est plus qu'un bien matériel fongible. C'est le dépositaire de la mémoire, de la langue, de la culture, etc.
Donc, chez les BT, cette valeur extra-patrimoniale se traduit sans embâche par une règle qui est celle que la terre ne se vend pas. Une règle, d'ailleurs, qui trouve son existence dans un contexte marqué par des conflits entre les BT, les allochtones, les étrangers, relativement à la distribution de l'accès aux terres, là, ce qui rend cette règle particulièrement complexe là, sur le plan contextuel. La valeur extra-patrimoniale de la terre ne se manifeste pas nécessairement dans une règle d'inaliénabilité, notamment chez les Secwepemc, où lorsque j'ai posé la question à une des chercheurs van-napoléennes, à savoir est-ce que la terre peut se vendre chez les Secwepemc, on me répond ça dépend. Donc, tout dépendrait du contexte et je reviendrai sur les processus, mais c'est à l'issue d'un processus qu'on ne peut pas déterminer si la terre se vend ou ne se vend pas. Donc, une valeur extra-patrimoniale de la terre qui peut avoir des conséquences diverses selon les ordres juridiques. Le lien, et ceci ressort du rapport sur les Inuits, qui se rapprochait davantage du concept occidental de souveraineté que de celui de propriété. Donc, il s'agit moins de gérer la terre comme un bien que de gérer l'ensemble des relations qui se déroulent sur le territoire. Alors, quelques modalités d'exercice du lien à la terre. Eh bien, d'abord, des liens qui se déclinent plus souvent à l'échelle communautaire et à l'échelle de la famille élargie. Donc, on voit la centralité des réseaux de parenté, tant chez les BT, chez les Secwepemc que chez les Inuits. Donc, chez les Secwepemc, par exemple, les familles sont titulaires de droits d'accès de contrôle de secteurs délimités du territoire, des droits qui sont réitérés notamment au moyen de champs territoriaux qui appartiennent aux familles, qui ne peuvent être chantés que par les familles qui les détiennent. De même, chez les BT, la famille est l'unité de base du système de tenure foncière. Et chez les Inuits, bien que la notion de territoire familial varie selon les communautés, notamment celles qui chassaient le caribou puis qui se déplaçaient plus sur le territoire et les communautés plus au sud, il reste que la notion de territoire familial est tout de même importante. On retrouve également parmi les modalités fortes la question, les notions d'autorisation préalable ou de permission ou de consentement. Ceci ressort notamment des rapports sur le droit BT et sur le droit Secwepemc. Donc, avant d'accéder à un territoire, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une famille qui veut accéder au territoire d'une autre famille ou d'un groupe territorial qui veut accéder au territoire d'un autre groupe territorial, une permission, une autorisation préalable doit être demandée suivant des protocoles qui sont particuliers à chacune des collectivités. Et dans les deux rapports, de manière intéressante, on fait valoir également la valeur du respect de la vie, qui fait en sorte que lorsque la permission est demandée d'accéder au territoire, si elle a été formulée suivant les protocoles applicables, elle est rarement refusée. Alors, des données fortes pour le premier axe. Par rapport au deuxième axe, la notion de responsabilité. Alors, il ne s'agit pas d'affirmer que les ordres juridiques autochtones ne connaissent pas les droits. Le rapport Secwepemc, par ailleurs, fait état de plusieurs droits, des droits des êtres humains, mais aussi des droits de la terre elle-même et de certaines ressources. Mais il reste que la notion de responsabilité est centrale dans l'ensemble des ordres juridiques étudiés. Alors, responsabilité qui se décline d'abord à l'égard du territoire et des êtres humains et des êtres non humains, pardon. Donc, les Secwepemc et les Inuits se disent gardiens du territoire et des ressources avec lesquelles ils entretiennent des rapports fondés sur la réciprocité. Un rapport qui entraîne toute une gamme de responsabilités. Mais également des responsabilités à l'égard des êtres humains passés, présents et futurs, donc une éthique foncièrement transgénérationnelle et qui pourront varier là, suivant les circonstances. Alors, ce qui ressort fortement, c'est cet impératif de maintenir de bonnes relations, donc une compréhension relationnelle du monde, et les centralités des notions de respect. Chez les Secwepemc, on parle d'un principe fondamental, celui du respect, de la réciprocité et de l'interdépendance.
On souligne également l'importance de l'entraide et du partage, des notions qui ressortent également des 3 rapports. Alors, l'institution du tutorat en Côte d'Ivoire est un bon exemple. Les BT accueillent les étrangers sur leur terre, mus par un sentiment de solidarité et d'hospitalité, leur offrent des terres à exploiter et à cultiver, et en retour, réciproquement, l'exploitant des terres va fournir aux tuteurs, va satisfaire à ses besoins en cas, par exemple, de temps difficiles. Le principe d'invitation chez les Inuits est aussi un bon exemple d'entraide. Donc, si sur un territoire familial a été inondé, ou si pour une raison X, Y, Z, là, il n'y a pas suffisamment de ressources pour satisfaire aux besoins, eh bien, le principe d'invitation fait que le chef de territoire devrait inviter l'autre famille à satisfaire ses besoins sur le territoire des Inuits. Bon, l'axe 2. Par rapport à l'exercice des responsabilités, je vais très rapidement, et je renverrai à Ghislain qui a travaillé sur la justice et qui a des données beaucoup plus riches que les miennes en lien avec le territoire sur les processus décisionnels. Mais je vais souligner ici tout simplement que chez les Inuits et les Secwepemc, l'autorité est diffuse, les processus décisionnels sont flexibles et pragmatiques. Hein, donc, certains acteurs vont jouer des rôles clés. Chez les Inuits, on mentionne le rôle des chefs de terre, notamment. Chez les Secwepemc et les Inuits, le rôle des aînés. Mais il n'en demeure pas moins que les personnes qui vont participer au processus décisionnel vont être déterminées en fonction notamment de l'évaluation préalable des enjeux. Et toujours dans la poursuite, en droit Secwepemc à tout le moins, de l'idéal d'assurer la participation de l'ensemble des communautés, à tout le moins de l'ensemble des groupes touchés par un enjeu. Les rapports font ressortir également cette notion d'autonomie, hein, le principe de non-ingérence dans la vie des autres. Donc, l'autorité serait exercée non pas de manière autoritaire, justement, hein, mais plutôt par le biais de la persuasion. Et Jean va probablement revenir sur la question des rapports de pouvoir que ça peut ce principe pourrait occulter. Mais il n'en demeure pas un qu'il ressort des rapports ce principe suivant lequel l'autorité ne s'exerce par la persuasion plutôt que par l'imposition. Et c'est l'élément de distinction principal, en fait, entre les rapports Innu et Secwepemc. En Côte d'Ivoire, les processus décisionnels seraient davantage centralisés, axés autour du chef de terre, de ses notables. Donc, un processus décisionnel beaucoup plus prédéterminé que les Innu et les Secwepemc, où les processus sont beaucoup plus flexibles et pragmatiques. Alors, le troisième axe, je me suis efforcée de comparer le droit étatique et les droits autochtones. Alors, il en ressort deux grandes observations. À première vue, il existe une tension entre les ordres juridiques autochtones et coutumiers et les ordres juridiques étatiques en matière de gestion des terres et des ressources. Alors, tension parce que les ordres juridiques étatiques, comparativement à tout ce que je viens de dire auparavant par rapport aux ordres juridiques autochtones, sont fondés sur une éthique foncièrement anthropocentrique, une éthique utilitariste, principalement articulée autour des valeurs et des principes inspirés du libéralisme, du néolibéralisme, comme la priorité à la marchandisation des ressources et la croissance économique. Alors, cette ontologie dominante va se traduire dans les régimes juridiques étatiques en lien avec la gestion des terres et des ressources, qu'il s'agisse des objectifs de ces régimes axés sur l'exploitation des ressources, sur les droits d'accès, mais également sur un morcellement important de la gestion. Donc, on distingue la forêt, les mines, en terres publiques, terres privées, etc. Donc, un morcellement important de la gestion du territoire et une gestion très hiérarchisée, hein, plutôt qu'horizontale. Le danger par rapport à tout cela, ou à tout le moins, j'ai dû considérer également ces lois, parce que l'exploitation du territoire et des ressources est aussi axée sur des lois à caractère environnemental, y compris des lois portant sur le développement durable. Et à première vue, il semblait avoir un lien de parenté entre plusieurs principes
de développement durable et certains des principes dégagés des ordres juridiques autochtones. On peut penser au principe de précaution, par exemple, et tout un ensemble de principes de développement durable qui, à première vue, avaient un certain lien de parenté avec les ordres juridiques autochtones. Bien entendu, ma comparaison étant à un très haut niveau de généralité, il y a un danger dont je fais état dans ce chapitre, mais qui peut être généralisable à toute comparaison des ordres juridiques autochtones et étatiques, de véhiculer une image essentialisée, une image réductrice, une image déformée, et ce, tant des ordres juridiques autochtones qu'on peut tendre à essentialiser que des ordres juridiques étatiques. Alors, les conceptions autochtones, c'est ce que j'en dégage, doivent pas être assimilées de manière machinale aux notions de conservation ou de développement durable qui sont véhiculées par l'État, à tout le moins dans le sens où elles sont conçues par l'État. Donc, plusieurs auteurs ont souligné le fait que les conceptions dominantes du développement durable dans le droit étatique sont toujours ancrées dans une vision foncièrement anthropocentrique et capitaliste du rapport à la terre qui serait peu compatible avec les ordres normatifs autochtones qui accorderaient davantage une priorité à l'environnement ou à tout le moins comprendraient l'économie comme étant située au cœur de l'environnement et interdépendante avec lui. Donc, des conceptions du développement durable, si on grattait un peu plus loin, qui seraient potentiellement, fondamentalement différentes. Il est aussi important de ne pas véhiculer, ce qui est un risque important, là, une image réductrice et essentialisante des ordres juridiques autochtones, dépeindre les peuples autochtones comme étant ontologiquement écologistes, incapables de détériorer leur environnement, etc., ce qui ne reflète pas nécessairement la réalité beaucoup plus nuancée là, de la manière dont les ordres juridiques autochtones opèrent au quotidien. Alors, une comparaison plus féconde entre les ordres juridiques étatiques autochtones, c'est ce que j'en retire, devrait être effectué en lien, par exemple, avec la gestion d'une rivière ou, par exemple, à la gestion d'une forêt, ou encore à l'égard d'un projet de développement particulier pour voir comment s'expriment les ordres juridiques autochtones et étatiques en lien avec cet objet particulier, pour voir comment le droit vivant, en fait, est appliqué de manière contextuelle. Alors, je vais terminer simplement sur certains constats généraux. D'abord, sur la structure des ordres juridiques autochtones, on peut constater que ces ordres juridiques sont fondés avant tout sur des valeurs, des principes, des acteurs et des processus, plutôt que sur un ensemble de règles prédéfinies, ce qui tend à les différencier structurellement là, des ordres juridiques étatiques. Une réflexion que j'ai pu avoir par rapport au dire et agir, je vais laisser, Jean va probablement aborder ces questions-là. Plusieurs données, notamment en droit autochtone, vont énoncer des grands principes et dire il ne faut pas romanticiser les ordres juridiques autochtones. Par exemple, on a un extrait dans le rapport Secwepemc où une personne vend commercialement du poisson, etc. Alors, d'une manière qui serait potentiellement interdite ou proscrite par les éthiques Secwepemc en lien avec les ressources naturelles. Alors, la question se pose à savoir, est-ce qu'il s'agit de transgression ou est-ce qu'il s'agit d'une évolution du droit autochtone ou coutumier? Donc, dans certains cas, dans cet extrait d'entretien-là, j'aurais tendance à dire que c'est une transgression. La personne semblait reconnaître, en fait, qu'il y avait un décalage entre l'idéal ou entre les principes, les valeurs, les principes et les règles, le cas échéant potentiellement implicables et l'agir. Hein? Mais dans certains cas, c'est moins clair. Et en Côte d'Ivoire, il y a un enjeu auquel je n'ai pas encore pu répondre à ce jour, et c'est la monétarisation accrue des transactions foncières dans les zones rurales. Donc, la terre ne se vend pas, mais les transactions entre les coutumiers, les personnes qui les accueillent sur leur terre, sont de plus en plus fortement monétarisées, hein, ce qui génère des incertitudes importantes par rapport à la nature des transactions en question. Est-ce qu'il s'agit d'une évolution du droit coutumier sous l'impulsion notamment de la libéralisation des marchés, etc., ou est-ce qu'il s'agit de transgressions individuelles à un ordre collectif? Alors, c'est des questions qui se posent. Et pour terminer, sur des propos que Jean va probablement aborder, là, donc je vais très rapidement. L'expérience coloniale a certainement eu des
des effets différents là, sur l'intégrité relative des systèmes de droit autochtones. Et bon, je sais que Jean va l'aborder, là, mais notamment chez les Secwepemc et les Inuits en contexte canadien, où le droit autochtone relatif au foncier a été laminé par le colonialisme et complètement ignoré. Il y a une insistance importante dans les rapports sur les valeurs et sur les principes. Hein, bien qu'on reconnaisse l'importance des processus et des acteurs, lorsqu'on a voulu obtenir davantage d'exemples très concrets de la manière dont c'était appliqué, il était très difficile d'avoir des exemples concrets et les rapports contiennent surtout des valeurs et des principes, ce qui pourrait être potentiellement attribuable au contexte colonial, alors qu'en Côte d'Ivoire, l'intégrité des processus décisionnels semble être beaucoup plus intacte. On remarque aussi que les droits étatiques sont très peu réceptifs aux droits autochtones et coutumiers en matière foncière, ce qui pourrait, par hypothèse, être expliqué par le potentiel redistributif, potentiellement radical de la reconnaissance des ordres juridiques autochtones relatifs au territoire. Et ceci donne lieu, et je n'ai pas le temps vraiment d'en discuter, là, mais je mentionne tout simplement, ceci donne lieu du côté des peuples autochtones, et on le remarque chez les Secwepemc et chez les Inuits, à des procédés d'emprunt et d'hybridation, donc d'itération du droit autochtone sous une forme qui permette d'amorcer le dialogue avec l'État. Par exemple, eu égard à un projet minier particulièrement controversé en territoire Secwepemc, les Secwepemc ont mis en place un processus d'évaluation environnementale hybride, donc calqué à certains égards sur les processus d'évaluation environnementaux étatiques, mais aussi fortement inspiré du droit Secwepemc eu égard aux acteurs, aux principes, aux valeurs, au processus qui a été mis en place. Ou on peut penser aux Inuits, qui élaborent des codes de pratique en matière de chasse, par exemple, aussi hybrides, qui vont comporter des formulations du droit Innu, mais aménager le droit Innu d'une manière à pouvoir le rendre davantage compatible avec le droit étatique. Donc, des processus de résurgence pour dialoguer avec l'État. Alors, je laisse la parole à Jean. Bon, bien, merci beaucoup. Je voulais vous dire, je vous souhaite de travailler avec des collègues pour qui vous avez autant d'amitié que d'admiration. Ça aide beaucoup pour... Et il faut que je souligne que ce projet-là, c'est un projet international qui se déroule entièrement en français. Et ça, c'est grâce à Ghislain Otis. Et ça mérite d'être souligné. Alors, écoutez, moi, ce que je voudrais aborder, c'est des choses qu'on va exploiter plus à l'occasion du deuxième volume, mais qui sont déjà présentes dans le premier volume, à savoir un peu ce que révèle une perspective plus internationale, plutôt qu'entièrement focalisée sur ce qui se passe au Canada, et qui nous amène forcément à établir des comparaisons. Je voudrais insister, d'une part, sur la question du contexte, qui a déjà été évoqué par ma collègue Sophie. Le contexte dans lequel se déploient les ordres juridiques autochtones. Si j'ai le temps, je parlerai aussi de ce que j'appelle la spatialité, l'ère de diffusion des ordres juridiques. Et simplement mentionner aussi à toute fin qu'il y a d'autres ordres juridiques qui sont présents, je pense, aux ordres religieux. Nous, on parle essentiellement d'ordre étatique et d'ordre coutumier. Qu'est-ce que j'entends par le contexte? C'est que, au départ, rappelons-nous que les critères qui ont été exposés par Ghislain, les 5 critères, sont des critères d'identification de la juridicité des ordres normatifs autochtones. Mais il faut savoir que que les droits qu'on a étudiés et qui ont été étudiés par les chercheurs, plutôt, je m'excuse, ce sont des droits où c'est des sociétés non hiérarchisées. Ce qui fait que le droit est le fruit d'une récurrence de comportements qui deviennent des références partagées, des standards qui permettent d'identifier les comportements prévisibles qui sont au fondement de toute relation sociale. Alors, j'insiste là-dessus, c'est qu'en l'absence de prévisibilité, il n'y a pas de lien social et il n'y a pas de droit. Et j'insiste là-dessus parce que ce dont je vais vous parler, c'est de la question de l'ancrage social des systèmes coutumiers. Alors, ce qu'on a constaté, je dis « on », mais c'est vraiment pas moi, c'est des gens comme Marie-Ève, qui est une des chercheuses qui a travaillé pour le groupe, mais ce qu'on a pu dégager de leurs données passionnantes, c'est qu'au fond, il y a une différence entre les États forts et les États en situation de fragilité, un peu ce qu'a évoqué Sophie. Et dans ces deux types d'États-là n'ont pas la même capacité à diffuser leur pouvoir. Et ça se répercute sur la capacité des ordres juridiques à diffuser leur propre autorité. D'accord? Prenez l'exemple de l'Afrique subsaharienne.
90% des litiges sont réglés par les ordres coutumiers. Le droit étatique est peu présent et même des fois méconnu, ce qui va poser une question d'interaction, comment les justiciables peuvent interagir avec un droit qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas les moyens d'établir des instances auxquelles les gens peuvent avoir accès. Celles qui existent sont peu nombreuses, elles sont coûteuses. Un coût minimal est déjà trop élevé pour les justiciables. La formation, des fois, des autorités laisse à désirer et le processus est lent. Alors, le système coutumier, eux, sont accessibles, rapides, ils bénéficient d'une légitimité, je ne m'étends pas sur la question de la légitimité qui est fondamentale, mais c'est gratuit, on y parle la langue vernaculaire. Bref, la capacité des ordres juridiques coutumiers de s'imposer est d'autant plus facile que l'État est faible. Et je vous rappelle que les États africains sont des États qui dépendent même de l'existence, dans une certaine mesure, des systèmes coutumiers. Parce que l'État est incapable de diffuser son pouvoir à l'échelle du territoire. Ce qui fait que dans ce contexte-là, les variables qu'on a vues sont toutes présentes dans les ordres coutumiers. Autrement dit, il y a des valeurs, des principes, des règles, il y a des acteurs, et il y a des processus. Et tous les rapports nous le révèlent. Et puis on voit, c'est ce qui est intéressant, que chez ces acteurs et dans ces processus, il y a une telle chose que, bien qu'on soit dans des mécanismes qui diffèrent de ceux de l'ordre étatique, on voit qu'on gère le pouvoir, on gère les conflits. Et ces mécanismes-là peuvent être très différents. Les acteurs, on le dit, mais les acteurs sont plus importants que les normes dans les systèmes coutumiers. Il peut y avoir une logique de gradation dans l'intervention des acteurs. On peut commencer par la famille, ensuite le clan, ensuite ça peut être la communauté au complet. Évidemment, il y a toutes sortes d'acteurs. Ça peut faire intervenir aussi des gardiens de territoire, des chefs traditionnels. En Afrique, des tribunaux traditionnels, des aînés, des grands-mères. Et les processus qui vont être utilisés vont bien souvent être différents de ceux de l'État. Ce qu'on constate, ce que nos chercheurs ont constaté, par contre, c'est qu'il y a un plus grand élément de centralisation dans le pouvoir décisionnel, je pense les chefs de terre BT, que ce que les chercheurs canadiens ont révélé. Chez les Roms, dont on n'a pas parlé, mais c'était passionnant aussi, on a un système qui est bien différent de celui de l'État, mais qui comporte tous les éléments dont on vient de parler. Vous me permettez, pendant qu'il doit, de préciser et de justifier la présence des Roms, parce que vous allez me dire, a priori, mais les Roms, c'est une minorité ethnoculturelle, c'est pas des peuples autochtones, et ainsi de suite. Mais en réalité, nous voulions avoir un élément de comparaison de populations non autochtones, mais aussi d'origine non occidentale, historiquement ancrées dans le territoire d'un État moderne et qui présentait des problématiques de pluralité juridique vraiment frappantes et super intéressantes. Donc, on a inclus une équipe qui travaille en Europe centrale et qui nous a donné des données absolument très riches et pertinentes. Le Canada, par opposition aux États africains, aux îles Salomon, par exemple, est un État extrêmement puissant. Hein? On parle des écoles résidentielles, on a même voulu détruire physiquement, pratiquement, les Autochtones. Alors, il y a eu une désarticulation énorme des ordres juridiques autochtones traditionnels. Surtout les acteurs et les processus qui ont été laminés par la mise en place, dès la fin du 19e siècle, la loi sur les Indiens, avec les conseils de bande, etc. Ce qui fait que, ce qu'on constate, c'est que souvent au Canada, ce que les chercheurs vont mettre en exergue, c'est les valeurs, les principes. Et ce qu'on avait demandé aux chercheurs, et c'est pour ça que je veux insister sur l'intérêt de ce que nos chercheurs canadiens ont cherché à faire, bien souvent ça fait chercher, c'est qu'on leur a demandé de voir comment et par qui le droit autochtone est mobilisé aujourd'hui en tant que fondement du lien social. Et l'importance de leurs travaux tient je pense aux travaux faits avec Marie-Ève, par Marie-Ève avec et sur les Atikamekw, la difficulté, la complexité de la mise en œuvre d'un ordre juridique contemporain autochtone
qui suppose l'intervention d'acteurs nouveaux, qui ne répondent pas nécessairement à une réalité qui était celle d'antan. Et j'insiste là-dessus parce que vous le savez, si vous lisez la littérature sur le droit autochtone au Canada, qu'il y a ce que j'appelle une surdétermination axiologique. Autrement dit, on met beaucoup l'accent sur les valeurs, les principes, et on est presque devant une théorie des sources classiques du droit. Sauf que là, c'est des sources autochtones. Et ce qui est souvent escamoté, c'est la question des acteurs et des processus, qui ne peut pas être escamoté dans d'autres juridictions, parce qu'ils sont tellement présents qu'ils sont incontournables. Ce n'est pas un reproche que je fais, c'est parfaitement normal en raison du processus de laminage auquel le processus du droit est éthique. Sauf peut-être en matière familiale, sauf peut-être en matière d'adoption coutumière, par exemple. Oh, mais attends, j'y arrive. C'est bon. Non, je ne parle pas de nos chercheurs. Ce que nos chercheurs ont fait, c'est précisément, eux, de voir qui sont les acteurs actuels. Quels sont les processus? Il me chuchotait ici, ouais, c'est pas vrai partout, là. Mais chez les Atikamekw, c'est ce qui a été fait. Chez les Inuits, c'est ce qui a été fait. Et en matière d'adoption. Et donc, je tiens à insister sur l'importance de cette démarche-là, parce que, je reviens à ce que je vous disais, le discours dont je parle, qui n'est pas celui de nos chercheurs, mais qui est un discours qu'on entend tenu par des intellectuels autochtones et non autochtones, met énormément l'accent sur les valeurs et les principes. C'est normal. Le renvoi sur la sécession est simplement l'état de principe. Ce n'est pas un reproche que je fais aux gens, sauf qu'il y a une différence entre ces principes comme idéaux et ces principes comme mode de gouvernement d'une réalité pratico-pratique. Ce à quoi se sont attardés les chercheurs dont je vous parle, nos chercheurs. Et la difficulté aussi, c'est que l'accent qui est mis sur cette axiologie a tendance à présumer de l'ancrage social des ordres juridiques autochtones. Ce que n'ont pas fait nos chercheurs. Ils n'ont pas présumé ça. Et c'est aussi un enjeu de pouvoir. Le pouvoir, il est essentiel. Je vous l'ai dit, chez les Autochtones, on a des processus différents, mais on gère cette réalité-là. On ne s'en tient pas à l'énonciation de grands principes axiologiques qui, à cette échelle-là, ont une valeur sublime. Et si je vous faisais lire L'Esprit des Lumières de Dvitam Todorov, vous verrez que la tradition occidentale, aussi à cette échelle des valeurs, c'est magnifique. Le problème, c'est l'opérationnalisation à travers des acteurs, à travers des processus qui sont autochtones. Je vous le rappelle, j'en ai mentionné quelques-uns, ce n'est pas des processus identiques. Je ne suis pas prêt à dire que seuls les processus ou les acteurs étatiques sont valables, au contraire. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est au fond ce que certains chercheurs, dans leurs travaux, ont cherché à faire, c'est comment faire passer, par exemple, la sagesse des aînés du monde des principes à celui de la réalité prosaïque du self-government. Comment on va traduire, comment on va concrétiser ça dans un ordre juridique autochtone qui a subi l'assaut de l'ordre juridique étatique. Et ça, c'était un travail énorme. Et l'enseignement de ce que les chercheurs ont fait ailleurs est fort utile parce qu'on voit des processus autochtones mais on comprend aussi le contexte dans lequel ils se déploient, les valeurs qu'ils mobilisent, quels sont les acteurs, et on constate aussi que ce sont des ordres juridiques pour des êtres humains. Alors, ils sont traversés aussi de rapports de pouvoir. Si on regarde, par exemple, le droit de la famille en contexte africain, il est très marqué par le paternalisme. D'accord? Dieu sait que je ne voudrais pas être une femme rom. Mais chez les Roms, c'est ultra paternaliste. Mais notre fonction, ce n'était pas de poser un jugement, c'était de constater, à partir des variables, l'état de ce qu'est un ordre juridique. Et à partir de ces variables objectives, on va voir comment ils interagissent dans le deuxième volume avec les ordres étatiques. Mais je pense que ce que les chercheurs ont fait ici, c'est de poser un regard honnête sur la réalité de ce qu'est un ordre juridique autochtone. Parce que c'est uniquement à partir d'une réalité concrète, parfois dure, qu'on peut reconstruire quelque chose qui va servir les Autochtones.
Et aussi, ce qu'on réalise, c'est que le pouvoir, comme je vous ai dit, c'est un élément absolument capital de la réconciliation. Mais ça suppose des capacités et des ressources. Et c'est là que, si on s'aperçoit que cette capacité-là, qu'elle soit financière, qu'elle soit humaine, n'est pas disponible pour permettre la résurgence des ordres juridiques autochtones, ben, c'est là qu'il faudra mettre l'accent. Un mot sur la spatialité des ordres juridiques, ben, c'est qu'elle est fonction de leur nature. Autrement dit, si on a affaire à des ordres juridiques qui sont des ordres juridiques pour des sociétés de proximité, bien, on parle de proximité physique, on parle de proximité axiologique, des convictions partagées. Alors, ce qu'on voit à l'échelle de toutes les régions qui ont été examinées, c'est que, par exemple, en milieu urbain, bien, c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Il y a même certaines juridictions où on a inventé des nouveaux acteurs, les Allegheny, par exemple, pour gérer des litiges familiaux à l'intérieur des milieux urbains. Mais donc, il faut mesurer ce qu'on peut attendre en termes de rayonnement d'un ordre juridique si sa nature même est fondée sur la proximité des acteurs. Et la dernière chose que je voulais mentionner, puis si j'ai oublié des choses, mes collègues le feront, c'est que, comme je vous l'ai dit, nous, on a mis l'accent sur les rapports entre ordre juridique autochtone et ordre juridique étatique, mais il faut bien comprendre, par exemple, moi je l'ai vu, j'étais plus proche des équipes en Zambie et en Afrique du Sud, mais la présence de la religion est très, très importante. C'est un ordre juridique qui, bien souvent, prend le pas sur l'ordre juridique coutumier ou étatique. Alors ça, c'est une dimension, et bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a toute la question de l'ordre juridique transnational, on n'a pas étudié ça. On s'est intéressé à d'autres choses, mais il faut faire son lit. Il faut défricher sa clairière, comme dirait Yvan Lamonde dans sa belle expression au début de son livre. Et puis c'est la clairière qu'on a choisi de défricher. Moi, je vais ajouter quelques conclusions. Vas-y. Il faut quand même, peut-être que vous avez eu l'impression, en écoutant notre cher collègue Jean, qu'il n'y avait plus de cas au Canada où on pouvait identifier des ordres juridiques autochtones actifs. Non, peut-être avez-vous pu comprendre que... parce qu'on a insisté beaucoup sur le fait qu'en Afrique, dans le Pacifique Sud et même chez les Roms, on a toute la gamme des variables très actives. Les processus et les acteurs en particulier. C'est ça qui fait toute la différence sur la visibilité d'un système. Là. Est-ce qu'il y a des acteurs qui le font vivre? Est-ce qu'il y a des manières de régler concrètement, dans l'épaisseur, la rugosité du quotidien, des conflits? Si il n'y a pas d'acteurs puis de processus actifs, on se rabat vers des grands principes, mais c'est comme des grandes chartes, là, on pète un petit peu des nuages. Au Canada, tout de même, il y a des cas documentés où il y a des processus et des acteurs. Dans le domaine du droit de la famille en particulier, le droit de l'adoption et de la circulation des enfants dans les communautés, on a pu documenter non seulement des règles, des valeurs, mais aussi des acteurs et des processus aujourd'hui en 2019. Eva Ottawa, qui mène des recherches chez les Atikamekw maintenant, elle a produit, elle fait émerger des données empiriques fascinantes sur le rôle des cocums, là, des matriarques, etc. Donc, il ne faut pas penser que c'est la tabula rasa là, au Canada. Et quand on regarde même la question de la gestion des conflits chez les Atikamekw, on voit qu'il y a une réémergence. Il y a une réémergence à la faveur d'entente avec l'État, qu'on a une réautonomisation d'acteurs néo-coutumiers, là, des espèces de comités de justice qui débordent largement les cadres formels dans lesquels ils sont censés opérer. Donc, tout n'est pas la terre brûlée ici, mais quand même. Le contraste entre la vitalité des ordres juridiques non étatiques ici et ce qu'on a pu observer dans le Pacifique, en Afrique et même en Europe centrale chez les Roms est assez marqué pour justifier la présentation générale de Jean. Et peut-être, pour terminer, peut-être faudrait-il tordre le cou d'un mythe qui a tendance à
présenter l'ensemble des des systèmes juridiques non occidentaux comme étant liberticides, comme étant négateurs de l'individualité, de l'individu. Ce qu'on a retrouvé, c'est une réalité beaucoup plus complexe de conjugaison du collectif et de l'individuel. Certes, les systèmes autochtones de justice, par exemple, ne comportent pas de charte des droits de la défense, présomption d'innocence, droit à un procès par un tribunal impartial, droit à l'avocat, droit au silence, et ainsi de suite. Ça n'existe pas, parce que la finalité de la justice autochtone est autre que celle de la finalité de la justice occidentale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droits de substitution qui sont parfaitement adaptés à la finalité de la justice autochtone. Hein? Le droit d'être aidé, le droit d'être accompagné, le droit à se responsabiliser, le droit à guérir, et ainsi de suite. Toutes sortes d'autres droits qui sont parfaitement adaptés à la finalité de la justice, qui n'est pas une justice intrinsèquement répressive, qui vise l'affliction, l'humiliation, la stigmatisation, mais au contraire, une justice qui vise, si on veut, la responsabilisation et la pacification des rapports sociaux. Alors, ce n'est pas vrai que l'individu n'a pas d'attente légitime à l'égard du pouvoir et à l'égard des autres acteurs sociaux dans les systèmes juridiques autochtones, mais ces droits, ces attentes, ces prérogatives individuelles se déploient à partir d'un horizon épistémologique différent. Voilà. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on aurait 1 million de choses à dire, mais on vous a déjà annoncé qu'il y a actuellement en production un 2e livre qui, lui, va porter sur les processus d'interaction entre les ordres juridiques. D'abord, on va examiner les dynamiques d'interaction, les procédés interactionnels. Ensuite, on va identifier les effets de ces interactions, à la fois sur les systèmes, mais sur l'individu. Ce grand inconnu, ce grand protagoniste méconnu du pluralisme juridique qu'est l'individu. On a tendance à raisonner toujours en termes de superstructure, de système, d'institution, de collectif. Mais l'individu, il s'avère, est un protagoniste important dont les choix et les stratégies vont déterminer souvent largement l'interaction effective entre les systèmes. Et enfin, on va examiner les déterminants des interactions. Quels sont les déterminants multiples, les causes, les explications, les facteurs explicatifs des relations qui se donnent à voir entre les systèmes. Tout ça, ça va venir dans un 2e ouvrage, autant sinon plus fascinant que ce premier. Voilà. Alors, je pense qu'il nous reste quand même quelques minutes pour la discussion. Merci beaucoup. Ouais. Marie-Ève. Merci beaucoup. D'abord, félicitations pour le projet. Moi, j'y ai contribué, mais vraiment, nous, on a créé notre équipe un bloc du projet, mais je peux vous dire que c'est un projet vraiment extraordinaire qui a eu et qui continue d'avoir des grandes retombées. Donc, félicitations à votre équipe et particulièrement à Ghislain. Je voulais rebondir sur un commentaire que tu as dit, Jean, à la toute fin, lorsque tu as dit que tu penses que une des forces de ce projet-là, ça a été de poser un regard honnête sur les ordres juridiques et de les présenter tels qu'ils sont, c'est-à-dire sans poser nécessairement de jugement sur l'ordre juridique, sur les valeurs que l'ordre juridique mettait de l'avant. Je dirais que de ma perspective, puis je serais curieuse de vous entendre, je pense qu'on en a parlé un petit peu récemment, le défi pour nous, ça a été de faire état de la diversité des voix et des interprétations au sein même d'un ordre juridique. Donc, nous, notre équipe, on travaille sur la violence conjugale chez les Atikamekw et c'est clair que pour nous, un des défis, ça a toujours été de refléter certainement la diversité des voix hommes-femmes sur cette question-là, mais même jeunes, aînés, au sein des communautés, tout ça. Et ça n'a pas toujours été évident. Je pense que sur le plan du genre, on a réussi à obtenir différents points de vue. Sur le plan générationnel, peut-être moins. Alors, je me demandais, dans les autres équipes, comment ces questions-là avaient été abordées, puis comment est-ce que vous, en tant qu'équipe d'intégration, vous vous assurez de
de bien indiquer clairement que sans poser de jugement, au sein des ordres juridiques, il y a des mécanismes d'interprétation, de diversité, d'évolution du droit donc c'est pas figé essentiellement, puis c'est disons, une façon de voir l'ordre juridique, la façon dont on le propose. Bien, il y a des projets qui ont très clairement, avaient spécifiquement pour objet de traiter de cet aspect intergénérationnel des systèmes juridiques. Alors, par exemple, les Kanaks ont mené une recherche à Yaté, en Nouvelle-Calédonie, qui consistait à interroger plusieurs générations, eu égard au mariage coutumier, concernant la perception du mariage et les règles du mariage. Et il conclut sans aucune ambiguïté qu'il y a une forte évolution et qu'aujourd'hui, les nouvelles générations n'appliquent plus les mêmes règles du mariage qu'il y a 2 générations. Qu'on a vu aussi chez les Kanaks des clivages entre les urbains et les gens qui vivent en tribu. Cette diversité des points de vue, c'est une réalité. Et juste sur ce point-là, pour les Kanaks, même les pratiques coutumières ont tenu compte. Tu sais, en matière de reconnaissance des enfants nés hors mariage, la coutume elle-même s'est adaptée pour tenir compte de cette réalité-là. Je m'excuse. Oui, mais cette réalité des tensions qui travaillent les systèmes coutumiers en raison justement des mutations sociales que connaissent les populations autochtones ou rurales, qui sont évidemment au carrefour là, de métaphénomènes, l'urbanisation, la crise agricole, la crise de la ruralité, la déstructuration, la dévitalisation des communautés rurales, font en sorte que de plus en plus d'individus autochtones sont confrontés à la réalité urbaine, à la modernité, à l'individualisme, et ça provoque des tensions et des mutations. Et ça, c'est l'aspect le plus difficile pour nous à analyser, à apprécier. C'est à quel moment, comme disait Sophie, on est en présence d'une transgression ou plutôt d'une mutation du droit. Et dans le deuxième ouvrage, on va avoir un chapitre extrêmement éclairant sur l'individu. Et c'est là où tous ces grands bouleversements-là vont déterminer les positionnements des individus par rapport à leur communauté, par rapport au système traditionnel de leur communauté. Ces individus-là font des choix. Ils adoptent des stratégies d'option, de cumul, de conversion, d'aller-retour entre les systèmes. Et ça nous en dit long sur la fragilité de certains systèmes autochtones. Et ce sont des systèmes très malmenés par l'histoire, mais encore très malmenés par la vie actuelle. D'où un phénomène qu'on va discuter aussi dans le deuxième livre, de l'émergence de réflexes de protection, d'autoprotection des systèmes, notamment par la stratégie du recours à l'écriture. L'écriture qui est une espèce de béquille qui permet de bloquer ou de contrer les phénomènes de rupture de transmission du savoir. Quand les jeunes vont à l'école et qu'ils sont plus sur le territoire, comment on va leur transmettre la connaissance des valeurs et des normes? L'écriture. Donc, l'emprunt est une stratégie qui permettra peut-être, pour certains peuples autochtones, de stopper cette tension, mais elle est inéluctable et elle influence très clairement notre analyse des données dans les systèmes.